Monsieur le député, Mesdames, Messieurs, chers confrères, chers amis, cette année, Tours nous accueille pour un congrès réunissant une très large majorité de nos membres, mais aussi d'autres confrères et des juristes, des assureurs, et je m'en réjouis. Est-ce la ville de Tours qui offre des découvertes et des rencontres avec l'histoire, depuis le vieux Tours, que nous découvrirons ou que nous reverrons avec plaisir, avec ses places, sa cathédrale, on nous en a parlé, ses halles, son centre de création contemporaine, où nous avons passé une soirée effectivement très agréable, et les châteaux qui l'entourent, et pour ne citer que Chenonceau, Villandry, Amboise, Azel-Rideau comparé à un diamant taillé à facettes de l'Indre. Est-ce le chiffre 7 qui nous réunit autour de 7 éléments constituant un tout? Non pas les 7 péchés capitaux, ni les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ni les 7 continents, ni les 7 merveilles du monde, mais bien les 7 critères de Muller et Cordonnier qui fondent notre réflexion médico-légale, comme les 7 sphères de Ptolémée données à représenter le monde manifesté. Au terme de ce congrès qui va nous éclairer, nous pourrons nous prononcer sur leur conservation dans nos raisonnements 2019, après de 100 ans de leur sortie, en 1925. L'expertise doit toujours reposer sur un diagnostic médical et permettre, par un raisonnement précis, méthodique et impartial, la reconstruction du lien causal entre l'accident, le traumatisme et une lésion. Ceci impose une analyse critique de tous les éléments médicaux produits par la victime, puis au terme d'une concordance de siège de la certitude du diagnostic, de la vraisemblance scientifique, de l'intégrité anatomique préalable, du délai d'apparition et de la continuité évolutive de se prononcer. Au-delà de ce sujet qui va nous occuper, qu'est-ce qui est important pour nous dans le monde dont le changement s'accélère ? Par-delà nos parcours personnels en tant qu'hommes, médecins puis experts, c'est notre diversité d'opinions, de sexe, notre jeunesse ou notre maturité qui font notre richesse commune. Nous avons choisi cette profession pour notre vision de l'homme. Le général de Gaulle avait dit en notre temps, la seule querelle qui vaille est celle de l'homme. C'est l'homme qu'il s'agit de sauver, de faire vivre et de développer. Ceci reste d'actualité lorsque nous observons les changements radicaux de notre société. Il convient de se rappeler que l'homme doit être au centre de ces évolutions. La transformation de nos organisations est certes un état de fait, mais aussi et peut-être surtout un état d'esprit. Il s'agit d'un mouvement permanent, plus facile pour ceux qui prennent le train en marche, difficile pour d'autres, et on ne peut laisser certains d'entre nous sur le quai. Ils seront de toute façon contraints de faire ce voyage. J'ai déjà pu vous dire que les techniques numériques fournissent des moyens de mise en transparence d'une puissance sans précédent et qu'il nous faut être vigilants pour garder un certain espace secret, sans pour cela repousser les apports de cette technique dans nos vies. Cette révolution numérique est en cours. Elle brise tout sur son passage et ne s'arrêtera pas. Au plan sociétal, elle est comparable à la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle et peut-être même aux révolutions cognitives et agricoles qui fondèrent le parcours d'Homo sapiens. On ne peut ni nier cette évolution inéluctable, ni se résigner. L'intelligence artificielle fait partie de notre quotidien. Ses limites sont l'absence de raisonnement, d'improvisation, de bon sens. Nous sommes entrés dans un monde où la robotisation s'est généralisée. Les objets parlent aux objets. Elle oriente les demandes téléphoniques, conduit à la réduction, voire à la disparition des guichets des sociétés et administrations et d'une façon plus générale, la disparition de l'homme dans l'échange au profit d'un robot. Dans le domaine de la santé, mais c'est vrai aussi dans d'autres domaines, l'intelligence artificielle doit être modélisable sur des comportements intelligents et interagir avec l'homme en temps réel. Le pilotage humain n'est pas supprimé. Je ne prendrai pour exemple que la pleine responsabilité des pilotes de drones derrière leur écran, mais aussi chez nous, son essor, son apport au cabinet de radiologie. L'intelligence artificielle vient aider l'homme, non le remplacer. Veillons à ne pas être esclave, mais le maître. La responsabilité de l'homme est d'en fixer les limites humainement acceptables pour bénéficier des incontestables progrès techniques. La récolte de la data est exponentielle. Elle nourrit des algorithmes qui vont déterminer des comportements, des décisions. Mais on doit se souvenir que nos moyens techniques ne sont pas là pour décider, mais pour aider à la décision. Veillons à garder un jardin secret et notre créativité.
Ces procédés d'échange sont devenus une source de préoccupation et il faut veiller aussi à notre cybersécurité qui repose pour moins d'un quart sur la technologie et pour plus des trois quarts sur nous. Notre plus grande vulnérabilité, c'est nous et nos comportements. Le durcissement des systèmes informatiques est tout de même une nécessité. Maîtriser la digitalisation, anglicisme que je préfère à la numérisation, l'un renvoyant à l'anatomie les doigts, dont on se sert sur un écran tactile pour pianoter sur nos claviers, nos smartphones, l'autre au nombre, processus de conversion d'informations d'un support, texte, image, audio, vidéo, en données numériques, suite de caractères et de nombres. Facilité, rapidité, efficacité et fiabilité, c'est la société numérique. Nos interrelations se font désormais avec des robots plus ou moins colorés d'intelligence artificielle. Le progrès technique n'est pas une fin en soi, mais un moyen de procurer à l'homme plus de bonheur. L'homme augmenté me paraît contraire à cette idée, puisque délaissant l'homme pour une réalité plus virtuelle, c'est diminuer sa nature par une augmentation de ses fonctions. Le raisonnement est tout autre s'il s'agit de le doter d'un appareillage biotechnologique venant réparer un manque. Ces changements profonds ont conditionné l'état d'esprit de notre jeunesse et ont organisé leur vie quotidienne. Elle met nos entreprises en danger si celles-ci ne s'adaptent pas en permanence. On peut subir cette évolution inéluctable ou s'en saisir comme une opportunité de progrès, tout en gardant un temps aux rêveries passagères fécondes. Nous sommes inondés de messages divers émanant de nos moyens de communication. La prégnance des emails dans nos vies demande une grande vigilance. Ne restons pas au bord de la plage digitale avec des comportements inadaptés à ce monde. Les défis de la vie ne sont pas là pour nous paralyser, ils sont censés nous aider à découvrir qui nous sommes, disait Bernice Ragon. Alfred de Musset, pour sa part, disait « Les larmes du passé fécondent l'avenir ». Ces changements imposent une vision du long terme, intégrant les nouveautés numériques imaginées et ou devenues réelles. Regardons-les en face, sans frilosité, avec imagination. Il faut combattre la sinistrose ambiante qui critique plutôt que propose, qui démolit plutôt que construit. Le défaitisme, le pessimisme et l'indécision doivent être refusés. Et attention aux postures de façade, au blocage du système pour éviter toute décision. Appuyons-nous sur la vérité objective de nos forces et de nos faiblesses plutôt que sur le déni ou le dénigrement. L'efficience est le fruit d'un état d'esprit. Chaque décision envisagée prend en compte les conséquences concrètes, y compris plus lointaines, et intègre la question du risque. Nous constatons un relativisme ambiant dont une des facettes est la faiblesse. Le renoncement devant la tâche ou la peur du conflit, conduisant à une incapacité à décider, à une propension à repousser les choix et à une éviction passive d'une décision. L'attentisme ne doit pas être l'alibi du manque de courage, la recherche du bien commun doit être notre but. Nous devons être de ceux qui fédèrent et non divisent, qui dissipent les malentendus et qui résolvent les conflits. La transformation permanente de notre activité n'est pas une option, c'est un fait. Elle doit être un état d'esprit. Toute transformation engendre des résistances à la réforme, des réticences au changement qu'il convient de dissiper. C'est le refus de la résignation. Seul, je ne peux rien. Ensemble, rien n'est impossible. Le succès est collectif. Nous sommes libres de nos choix. Veillons qu'ils n'obèrent pas l'avenir. J'ai rêvé de plus d'appétence, d'intelligence et plus de sens. Comme le disait Jérôme K. Jérôme, une nouvelle vie s'offre à nous à chaque seconde. Marchons joyeusement à sa rencontre. Il faut se hâter et nous marcherons assurément de meilleurs pas en fixant l'horizon plutôt qu'en regardant sans cesse en arrière. Nous avons besoin d'une fédération forte et unie. Nous progressons par des projets concrets respectueux des spécificités de toutes et de tous. Le but à atteindre doit être posé clairement et il devient alors facile de déterminer les conséquences budgétaires nécessaires à ce bond technologique. Il ne viendrait à l'esprit de personne de remettre en cause la réservation en ligne d'un billet de train, d'avion, de spectacle. Il a été proposé à nos cabinets d'entrer dans l'ère digitale par la dématérialisation et des réunions ont eu lieu sur ce sujet, dont nos partenaires se sont saisis. Leur dominateur commun, solution unique pour les assureurs, doit être finalisé. Cette dématérialisation ne doit pas être une charge de travail supplémentaire pour nos cabinets, mais doit concourir à une amélioration et une optimisation de nos fonctionnements.
Pour la Fédération, bonifier les talents de nos jeunes experts par un réel compagnonnage est une nécessité. La commission de jeunes experts est née de ce constat. Elle s'est saisie de ce sujet et travaille à une solution optimale, qui de plus pourra être interfacée avec celle qui ressortira des discussions en cours. Bien sûr, elle n'écarte et n'obère pas l'aboutissement parallèle d'adaptation de solutions existantes actuellement techniquement inadaptées et obsolètes. On ne peut ignorer que les critères normatifs, quand ils sont tous trop exigeants et intrusifs, aboutissent à l'inverse de l'objectif fixé. La recherche d'une adhésion est nécessaire. Ce congrès réunit de très nombreux acteurs de la réparation juridique, médecins, avocats, assureurs, et augure d'une excellente tenue. Je déclare ouvert le 55e congrès de la Fédération française des associations de médecins conseils experts et cède la parole au Dr Jacques Quillen, président de la Romédoc, qui nous accueille.